Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreux ce soir pour assister à la conférence que nous organisons dans le cadre de la fête de la science, conférence intitulée, comme vous l'avez, comment le sport permet-il d'améliorer l'insertion professionnelle. Donc nous avons un panel d'intervenants de très grande qualité. Voilà, il y aura 4 témoignages après donc la conférence. Je tiens donc à excuser les 2 conférenciers qui étaient annoncés parce que tout simplement, nous les avions choisis pas parce que nous n'avions pas les compétences sur le PIO, nous les avions au moins à niveau équivalent, mais nous les avions choisis parce qu'ils font partie de l'Université de Lorraine. Malheureusement, je suis désolé, donc l'un des conférenciers a eu un problème de santé très important jeudi dernier, il me semble, tard, on l'a appris vers 23h, et donc il n'était pas question d'annuler la conférence parce que déjà je profite pour remercier tous les services de l'IUT et notamment donc Virginie Avian, la responsable communication, et Pascal Mathieu, directeur adjoint, qui ont été les 2 chevilles ouvrières depuis le mois de juin dernier, je pense, pour préparer cette conférence. Et bien sûr, tous les autres services, Célia ici présente, Marlène, financier et tout ça. Merci aussi à vous d'être là. Donc, merci à Jean-Paul Guilianelli, que tout le monde connaît sur le PIO et que, qui a accepté donc, de faire la conférence, qui a échangé donc, avec le conférencier qui était prévu. Et donc, qui, comme je l'ai dit, on ne perd absolument pas en qualité donc, par rapport aux 2 conférenciers qui étaient prévus. Vous allez voir de quoi je vous parle. Merci aussi donc aux différents donc, intervenants qui vont témoigner. Nous attendons il vient de m'envoyer un message. Donc, je pourrais vous dire à quelle heure il arrive. Donc, Stéphane D'Acosta, je lis dans l'ordre qui est donné sur le site de la conférence, qui va arriver normalement vers 18h30, 35, si tout va bien. Il y a eu un léger contretemps et je vous prie de l'excuser. Donc ensuite, nous avons Jean-Marie Chrétien, M. Jean-Marie Chrétien, qui vient de loin. Je tiens à le remercier. Donc, en fait, ce qui est bien avec cette conférence, finalement, quand je remarque que les retraités font plus de sport et s'intéressent plus au sport que les actifs. Parce que sur le panel, on a quand même 3 retraités. Donc, une majorité, ça c'est super. Ça me rassure. Et d'ailleurs, c'est bien la preuve que le sport entretient parce que, messieurs, vous êtes excellemment en forme. Je tiens à le préciser. Super. Donc, moi, ça me permet de dire que je vais augmenter ma cadence. Je vais passer de 5 minutes de vélo à 7 minutes par jour. Et c'est bien. Ensuite, donc, Lucien Gastardello, qui a été mis à l'honneur vendredi dernier, ainsi que son fils Eric et son épouse. Donc, c'est vraiment une fierté de vous avoir tous ici. Parce que, bon, voilà, c'est bien de mettre à l'honneur le PIO, c'est bien de mettre à l'honneur la Meurthe-Moselle, et bien sûr, c'est bien aussi de mettre à l'honneur l'IUT de Longwy. Et c'est pour cela que, donc, nous avons aussi notre étudiant champion de judo. Je ne veux pas écorcer le nom, donc Mandiabou Mazedi Ruggi. C'est ça? C'est bien parfait. Donc voilà, donc nous avons un étudiant sportif de haut niveau en judo. D'ailleurs, ça me permet de remercier ici tous les présents, François Serge qui représente donc la ville de Longwy, le président du judo, le président de l'office du tourisme, des amis donc de l'ISAC ou du CAT, on va dire Frédéric avec qui j'étais, bon, bien sûr le cousin de Virginie, de Cathlon, Gilliane, et puis tous les collègues, donc là, l'épouse de M. Chrétien, qui va bientôt avoir un poste à l'IT, et enfin, tous nos étudiants donc, présents. Je tiens à vous remercier tous, et gros applaudissements, s'il vous plaît, aux organisateurs et surtout donc aux différents conférenciers.
avant que je m'en vais. Merci Aruna. Je m'appelle Jean-Paul Guilianelli, je fais un peu partie des meubles du territoire et j'ai accepté avec plaisir de pallier l'absence de Jean-François Stricala que j'ai connu il y a quelques années, même si les moments étaient relativement rapprochés, ça je peux vous l'assurer, et que comme retraité, j'ai autre chose à faire. Je ne fais pas que le marché, même si j'ai fait le marché ce matin. Alors j'ai lu avec intérêt, bien sûr, la production de Jean-François, que j'ai eue mardi après-midi. Et je ne vais peut-être pas vous rassurer, mais je suis un esprit divergent, donc pour ma part, je mettrais beaucoup de conditionnels, quoi. Le sport permettrait-il? Et je vais réutiliser le conditionnel de temps en temps parce que il ne faut pas se leurrer, même si nous organisons les Jeux Olympiques, nous sommes une petite nation qui n'a pas, c'était rappelé dans l'équipe, parce que je lis l'équipe de temps en temps encore, mais qui n'a pas de surface suffisante de pratiquants pour se permettre d'exister par rapport aux grandes nations. Et même si l'équipe d'hier ou d'avant-hier, on pense s'inscrire quand même en numéro 5 au classement des Jeux Olympiques valides l'année prochaine, ça ne changera pas les choses. Nous ne sommes pas véritablement une nation sportive, mais ça n'est que mon point de vue. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours le dire. Alors je souhaite en tout cas un prompt rétablissement à Jean-François. Et puis je vais remercier, je ne sais pas s'il est encore arrivé, Lawa, mon ami Lawa Ribachir, parce que c'est lui qui m'a promotionné. Sympa Lawa, je te revois ça. Merci à Virginie et à sa collègue de l'assistante technique, parce que ça, c'est pas mon boulot, mais elles m'ont mis le chauffage. Il fait bon dans la salle. Il fait bon dans la salle. Et puis, je voudrais assurer, avant de dire quoi que ce soit, que je ne prendrai pas d'anecdote à Lucien Gastadello. C'est comme ça, c'est un contrat entre nous, il va les garder, mais de temps en temps, je la sortirai ailleurs. Parce que j'en connais une bien bonne qui m'a raconté hier. Alors, les valeurs éducatives et les compétences sociales. Eh bien, vous allez voir une belle image en couleur. Regardez-moi ça. Tableau magnifique, on voit bien. Et on voit inclusion, valeur, santé, éducation, altruisme, responsabilité. Ça me rappelle à l'époque où, tout jeune nommé en 1965, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, à l'INSEP, j'étais rapporteur d'un groupe de travail et j'avais à ma gauche, je parle pour les anciens, le colonel Crespin et à ma droite le ministre Comiti. J'avais 25 ans. Les autres m'avaient nommé rapporteur et j'étais chargé de dire que le sport, ça développait ça. Oui, je suis convaincu que dans toutes ces valeurs que vous voyez comme moi en belles couleurs, je ne vais pas les reprendre et les hiérarchiser. Selon le moment, ça peut évidemment faciliter l'inclusion. Selon le moment, c'est un facilitateur de l'éducation. Mais si on agrandissait d'autres lettres, le sport, bah, la jeunesse, ok, bah, c'est pas fait que pour la jeunesse. D'ailleurs, Aruna l'a dit, il va faire 7 minutes de vélo tous les jours. Magnifique. Pas 7, 5. Oui, bah, Milo ne dit rien. Parce que toi, que je te guette. Hein. En tout cas, s'il est vrai que le sport mène à tout ça, comment ne sommes-nous pas devenus un pays où enfin on fasse de la prévention et on fasse du sport, on pratique des activités physiques et sportives à tous les âges? Comment, sachant tout ça depuis un siècle, parce que Lucien, nos vieux grimoires, comment ne sommes-nous pas devenus un pays où chacun aurait une dose de pratique de 40 à 50 minutes par jour? Ben, il y a d'autres raisons. Je vais en évoquer quelques-unes, mais il y a certainement d'autres raisons. Moi, je vais donner une autre image de la pratique sportive. Fin 1921, faites-le entrer là, et je sais qu'ici, il y a la moitié de femmes, la moitié d'hommes, donc je sais que les mémoires vont fonctionner. Vous êtes à 55 ans.
Hein, on a fait une remarque tout à l'heure, j'ajoute au niveau sociologique. 50% de femmes, ce n'est pas un détail. Fin 1921, les associations licencient 20% des sportifs de ce pays. 20% des sportifs de ce pays. Il y a 365 000 associations, 14 millions et demi de pratiquants, 4 millions de moins depuis 2019. Le Covid est passé par là, mais pas que le Covid. Un changement des pratiques. Et ça donne, hein, c'est des masses donnent une petite idée. Quand on dit 14 millions, elles vont dire 4 millions de pratiquants qui sont passés à côté de l'enquête. On est quand même 68 millions, quoi. Alors on peut toujours me dire que les bébés de 8 mois, ils ne pratiquent pas, et que ceux de 80 ne pratiquent pas. Ben, c'est pas vrai, hein. Je reconnais qu'ils pratiquent. Ça donne une idée, ça, de la nation sportive. Et puis, dans la stat, là où il y a le plus de recul, c'est les femmes de plus de 30 ans. Les femmes de plus de 30 ans. Déjà qu'elles ont eu du mal à avoir ce statut de pratiquant. Hier, je voyais un entrefilet sur les rugby women qui veulent structurer leur organisation, le professionnaliser, par exemple, et toutes les résistances qu'il y a, même dans une fédération qui se dit ouverte. Il y a peut-être de rugbyman dans la salle, elle est ouverte, mais en tout cas, ça freine, parce qu'il faut partager quelque part. Autre stade, 180 000 équivalents temps plein de bénévoles. 180 000 équivalents temps plein. Et ça fait un bon nombre d'emplois. Ça ne règle pas le chômage dans le pays, mais ça donne une petite idée. Or, ce chiffre continue à s'effondrer depuis 10 ans. Et ça inquiète les autorités. Ça inquiète même la ministre, l'ancienne joueuse de tennis. Et puis, autre élément, et j'en aurais fini de mes chiffres, les plus de 15 ans, il y en a un bon nombre qui pratiquent, à peu près 40% qui pratiquent une activité sportive non encadrée. Parce que, entre les activités sportives que j'appellerais fédérales, que j'ai évoquées tout à l'heure avec le nombre de licenciés, et puis les gens qui, depuis 10 ans, devant la télé, avec un coach que j'appellerais personnel, il y a tout un tas de pratiques qui se sont développées. Ceux qui font de l'escalade l'été, ceux qui ne prennent pas de licence mais font du vélo, c'est aussi des pratiquants sportifs. Il y a un changement considérable qui s'opère dans le monde du sport, ce qui m'amène à questionner la première remarque. Oui, le sport va éventuellement permettre de pratiquer et d'améliorer l'insertion professionnelle, mais il faut tenir compte aussi de l'environnement. Alors la transférabilité des connaissances, et là tu peux mettre la diapo sur le sujet, si on la voit bien, non, on ne va pas, non, tant pis, laisse tomber, je n'ai pas besoin de la diapo. Se dire qu'on va transférer une compétence acquise ou un comportement produit dans le sport vers le milieu professionnel, ben, oui, après tout, pourquoi pas? Si on est poli avec l'arbitre, n'est-ce pas, monsieur l'arbitre, hein, peut-être qu'on sera poli avec son chef de service ou avec son voisin dans l'atelier, mais ça, c'est certainement pas garanti. Donc, il y a effectivement des compétences qui se transféreront, mais pas toutes et pas dans n'importe quelle condition. Et je vais pouvoir l'aborder tout à l'heure. Mais avant cela, je vais vous donner une dynamique de l'évolution de la pratique sportive. Et puis les contre-coups qui sont les nôtres, particulièrement dans ce pays. Moi, j'ai connu un bouquin qui s'appelle Le Livre bleu des activités physiques. Alors, ça ne parle pas aux jeunes qui sont dans la salle. Mais ce livre bleu se voulait, à la fin des années 50, dire voilà tout ce qu'il faut faire à l'école de 4 ans
à 15-16 ans. Là, ça va peut-être vous étonner, et pour avoir diffusé des milliers de ces bouquins, parce qu'il fallait qu'on les diffuse, ben, le sport, c'était 10 pages sur un bouquin de 300 pages. À la fin des années 50, le sport, mais ça n'avait pas le droit de citer, c'était 10 pages. Ce qui avait le droit de citer, c'était les jeux traditionnels, c'était les danses, c'était l'athlète qui peut, on va dire, se comparer à la gymnastique suédoise, c'était une gymnastique qu'on faisait à table, comme moi là, je mets les genoux contre elle. Mais la pratique sportive, c'était 10 pages du bouquin. Et puis on a fait un gros progrès parce que 10 ans après, un des ministres, il se succède souvent, hein, a décidé d'installer en France le tiers-temps pédagogique. Alors, tiers-temps pédagogique, ça voulait dire, ah mais attendez les gars, ça va changer. Sur les 27 heures de pratique à l'école, ou sur les 30 heures quand on était dans le second degré, eh bien, il y aura au moins 5 ou 6 heures de pratique par semaine. Nous, à l'époque, on y a cru, quoi. C'est-à-dire, nous qui étions rémunérés à l'époque, des profs de PS payés pour porter la bonne parole à la population enseignante, on y a cru, puis on s'est dit, ça va se faire, quoi. Comme on dit dans les Vosges, il n'y a que de faire, et puis on va faire avancer le chariot. Mais non. Eh bien, il y a eu des gens qui se sont impliqués et qui ont réussi à faire ces 4 ou 5 heures par semaine. Parce qu'ils étaient convaincus, parce qu'ils bénéficiaient des équipements, parce qu'ils avaient la formation. Ça fait des conditions, ça. Hein. Mais, vous voyez, ça c'était fin des années 60. Et puis je fais un bond sur ce qui a été annoncé, c'est pas mieux l'année dernière, afin de préparer au mieux la nation scolaire aux Jeux Olympiques. Eh bien, on va recommander de faire une demi-heure de pratique d'activité physique par jour à l'école élémentaire. Vous pouvez se réfléchir. Hein, une demi-heure, si vous avez une installation, déjà, il faut y aller, les compagnies doivent se déshabiller, il faut changer. Enfin. Donc, vous voyez le bond, années 50, 21e siècle, là. Le progrès, il n'est pas significatif. Alors quand ce progrès s'est-il produit? Alors, il s'est produit à 2 occasions. Le progrès, c'est souvent la lutte, les physiciens le diraient, quoi. La lutte entre, on dira, 2 organismes. L'organisme ancien, c'était le bouquin bleu dont j'ai parlé, les jeux traditionnels, les danses, contre lesquelles j'ai rien, moi, au contraire. C'était l'athlé, uniquement l'athlé, ou la course en pleine nature, et puis les sports. Il y a un gars qui s'appelait De Rett, qui a créé ce qu'on a appelé la République des sports. Et on va revenir, parce que dans la République des sports, c'était fait pour les enfants de 7-8 ans jusqu'au préado 13-14 ans. C'était une journée par semaine, mercredi après-midi et samedi, une journée et demie. On donnait des responsabilités aux futurs citoyens, on les éduquait par la pratique sportive, Mais là, les choses se sont pas faites toutes seules, puisque les fédérations, elles, avaient la sauvegarde des pratiques sportives, puisque les fédérations licenciaient les gens. Donc il y a eu une concurrence d'installés, concurrence qui s'est exacerbée quand une fédération qui a été un petit peu connue dans le bassin de Longwy, Lucien sur le rappel, la FLGT, elle existe encore tout petitement, qui avait comme origine une forme de parti, on dira, a lancé un mouvement de formation centré sur les pratiques sportives. Et là, le nœud s'est défait. Et là, on a commencé à parler de pratiques sportives dans le système éducatif. Mais vous voyez, c'est relativement récent. C'est le milieu des années 70 et le passage
à l'éducation nationale du personnel jeunesse et sport, la reconnaissance de l'activité physique au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et ça n'a pas changé les choses du jour au lendemain. Alors, mis à part ces pratiques historiques, et là, on peut mettre la diapo, j'espère qu'on la verra. Sans ça, Jean-François ne va pas être content. Ah, ben ça ne fait rien, on fera ça. On fera ça la diapo. Donc le sujet, c'est... Elle ne veut pas s'ouvrir. C'est quelles compétences le sport permet-il de développer? Alors, je vais en citer quelques-unes et puis tenter de donner quelques exemples. Alors, des exemples, dans les sports co, développer une forme d'intelligence collective au travers d'un projet de jeu. Alors là, Emilou doit se reconnaître. J'ai un souvenir tout à fait personnel, mais qui, je pense, est édifiant. À l'époque, j'entraînais une équipe et j'entraînais une année, quoi. Et j'essaie de leur faire comprendre la nécessité d'appui et de soutien. Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est appui et soutien? Quand vous avez un porteur, il faut toujours offrir une opportunité à deux partenaires, si possible. S'il y en a 3 ou 4, ça vaut mieux, hein. Il y a quand même des adversaires. De prêter un appui, d'offrir un soutien, d'offrir une idée, de manière à faire circuler le ballon. Parce que le ballon, dans tout cas, ça peut aller plus vite que les joueurs. Avec les jeunes joueurs de 14-17 ans, ça n'a posé aucune difficulté. Avec les joueurs qui étaient convoqués à l'époque par l'Orenesco, parce que c'était l'usine qui organisait. J'y reviendrai un peu tout à l'heure à l'usine. Une forme de paternalisme. Pour les joueurs de plus de 20 ans, c'était inimaginable de se mettre au service du porteur. Et pourtant, c'est bien une des compétences majeures de l'activité sportive. C'est une compétence majeure. Quant à sa transférabilité, vous voyez, il y a aussi des âges, il y a aussi le climat, il y a aussi la formation. Puis en matière toujours de développement, en matière de sport collectif, mais dans les individuels, c'est la même chose. La reconnaissance de la nécessité de l'arbitre, de son rôle essentiel pour l'équilibre du jeu. Je pense que, comme moi, de temps en temps, vous visionnez un titre, vous entendez un écho. Ce qui se dit sur les terrains ou dans les vestiaires ne va pas dans le sens de cette forme de socialisation. Certains arbitres passent de mauvais quarts d'heure, encore aujourd'hui. On peut toujours dire que ça s'est amélioré, mais les médias ne font pas toujours les choux gras de la pratique sportive. D'ailleurs, en matière de médias, il y aurait à dire, en tout cas sur le territoire, mais je n'irai pas plus loin. S'il y a un journaliste dans la salle, je vais me faire des amis. Alors, toujours dans les sports collectifs, renforcer le mental, dit Jean-François, les échecs, les réussites. Oui. Vous savez, les mi-temps des matchs, ou les arrêts de jeu, ou les moments où on s'arrête dans une pratique individuelle, où l'entraîneur dit quelques mots, ou le partenaire dit quelques mots, la recevabilité de ce qu'il dit demande de la part de celui auquel il s'adresse une forme d'accueil, si possible, positive. On écoute, et puis on tente d'entendre ce qui est dit. Pour développer cette compétence dans la pratique des activités physiques, ça demande énormément de travail. Et qu'elle soit transférable dans l'entreprise, pourquoi pas? Mais pour celles et ceux qui ont déjà vécu en entreprise, et j'en suis, malheureusement, il y a parfois des bouchons d'oreilles, quoi. Et pas seulement au niveau de ce qu'on appelait avant les ouvriers, pas seulement au niveau des opérateurs. Il y a des bouchons d'oreilles au niveau de l'encadrement. Et je vais là aborder les compétences en sport individuel.
exprimer et communiquer les émotions ressenties. Je ne fais pas la liste, hein, parce que... mais si de temps en temps vous jetez un coup d'œil à une rencontre de tennis, quand vous voyez ces Indiens là, qui cassent la raquette pendant la rencontre, c'est quand même époustouflant, quoi. L'exemple qu'ils donnent, alors en matière de transfert, là on est servi. En matière de transfert négatif, on est servi. L'exemple qu'on peut donner à la jeunesse quand on voit, je ne citerai pas le joueur, enfin, un grand barbu, qui est là dans la salle, qui ne cherche pas, non, c'est pas vous que je vis, hein. Un grand barbu, tu vois qui c'est, mais... Ouais. Enfin bon. Non, quoi. Or, les émotions qu'on ressent, la manière de les exprimer, or, comme le... Ah si, il est là. Je l'ai observé au jeu, parce que je regarde de temps en temps quand même ton activité là. Il sait garder ça pour lui. Et Dieu sait qu'il y a des émotions dans sa pratique sportive. Il sait garder ça pour lui. Il a dû faire une bonne école, je pense. Et il y avait des parents, enfin bon, c'est un détail. Donc vous voyez, le sport développe des compétences. Certainement. Mais quant à dire qu'elles sont transférables, il en est comme de tous les transferts. C'est extraordinairement compliqué. Je crois que ça demande des conditions sur lesquelles je vais revenir. Je vais aborder la deuxième partie qui est le sport, un atout pour l'emploi. Hein, quand on recrute, mettre au bas d'un CV, je fais du judo, je n'ai rien dit. Hein. Oui, pourquoi pas. Non, mais attendez, entre je fais du judo, je suis un expert dans le judo, je suis capable d'arbitrer une rencontre de judo, je suis un dirigeant du judo. Tout ça, c'est fait du judo, mais c'est pas tout à fait la même chose. Pour ma part, je dirais que l'idéal serait que les titres que je viens de donner soient réunis au sein d'une même personne, qu'un jour celui qui a été professionnel devienne un formateur de qualité, puis un jour un bénévole. Alors là, oui, on pourrait dire qu'il y aura des transferts. Sans ça, on peut en douter. Alors c'est vrai que le sport, oui, ça favorise, c'est vrai que c'est le plaisir, de temps en temps une partie de spontanéité. Hein, quand Julien secouait les défenses, je parle à l'imparfait, Julien, hein, mais quand il secouait les défenses, il se faisait plaisir, d'ailleurs il se marre, hein, il les secouait quand même pas mal, les défenses. Mais j'en ai connu d'autres qui les secouaient, les défenses. Hein. Je ne vais pas le nommer. C'est vrai que le sport, dans cette pratique sportive, quand on la tue pas, il y a une forme de spontanéité qui peut devenir de la créativité, mais ça s'entretient. Et là aussi, en matière de recrutement, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'objet. Mettre ça au bas du CV, la pratique sportive, ensuite il faut faire ses preuves, quoi. Ensuite, il faut faire ses preuves. Se montrer, si ce n'est comme un modèle, en tout cas, être capable à certains moments d'écouter l'autre et de l'entendre sur son lieu de travail, ça en fait partie. Être courtois, ça existe aussi dans la pratique sportive, même si de temps en temps on s'affronte, bien évidemment, on s'affronte. Mais après l'affrontement, c'est le calme et la sérénité. C'est le moment où on tente de s'expliquer. Alors pour les... Jean-François avait fait des analyses croisées et je vais me centrer sur 4 exemples pour tenter d'abord de respecter le temps, parce qu'il me regarde, alors il n'est pas dans le film. Hein. Et j'évoquais, dans une des compétences, il y avait la gestion du stress. On la retrouve dans les compétences sportives. On la retrouve aussi dans les compétences professionnelles. Et pour avoir été admirateur des Jeux Olympiques, je ne les ai pas décriés tout à l'heure. Hein. Les Jeux Olympiques, je serai spectateur, pas au prix affiché, hein. Chacun ses moyens. Mais
quand on évoque les Jeux de 36, je ne vais pas aller jusqu'à Melbourne et les gars qui ont... Non, mais un type comme Jess Owens, à Berlin, la gestion du stress, pour lui, a dû être mais fantastique, quoi. Arriver dans un pays où il sait qu'il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Quand on connaît l'histoire, 20 ans avant, les troupes noires ont été exécutées. 20 ans avant, 14-18. Et 5 ans après, ils ont mis ça. Un type, Jess Owens, c'est fantastique qu'il a dû assumer. Il n'a pas été reconnu tout de suite, d'ailleurs. Mais évidemment, et dans l'entreprise et dans le monde du sport, il faut apprendre à gérer son stress, comme un étudiant gère son stress quand il va ou présenter son mémoire ou intervenir devant le corps professoral. Comme les profs, d'ailleurs, ont dû gérer leur, ils sont aussi passés par là. Et c'est vrai que ça peut préparer au monde de l'entreprise. Autre élément du champ de compétences, cette fois, communiquer, se socialiser, avoir des rapports humains. Un exemple personnel, j'en servirai pas trop. J'étais militaire et le colonel m'avait autorisé à aller m'entraîner à l'Olympique Lyonnais. Donc, uniforme, bus, le train, boum, boum, t'arrives dans le vestiaire, on ne te présente pas, équipe pro, hein, l'Olympique Lyonnais, mais c'était 61. On ne te présente pas, tu sens tout de suite que quelque part, tu risques de gêner, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce gaillard qui arrive? Donc, socialisation. Bon, c'était peut-être l'époque, hein, aujourd'hui, ils sont très courtois. Hein. Comme dit l'autre, il n'y a que de lire de temps en temps la presse, on fait des découvertes. Quoi. Mais, dans les habilités sportives, comme dans la vie sociale, je vis en entreprise, bien sûr, cette attitude d'accepter l'autre, d'avoir à gérer un jour des conflits interpersonnels, parce que ça arrive dans le monde du travail. C'est vrai que le monde sportif peut préparer à ça, mais ça suppose des conditions. Je vais revenir à quelques-unes de ces conditions. Et puis, il y a un élément assez spécifique dans les champs de compétences, savoir gérer son temps. Savoir gérer son temps. C'est vrai que un type comme Seven d'Acosta est bien obligé, le judoka, il est bien obligé de savoir quand il doit porter l'attaque. Parce que si lui, c'est pas analyser la pratique de l'autre et gérer le moment où il a la facilité pour porter son attaque, ça ne va pas se passer tout seul. Il va s'en rendre compte assez vite. Alors c'est vrai que ça, on le retrouve dans les pratiques professionnelles. Dans les pratiques professionnelles, si le temps est moins infime que les deux combattants que j'ai évoqués, il faut quand même savoir le gérer. Quand vous êtes responsable d'une machine, vous êtes responsable d'une machine, vous êtes responsable d'une équipe, vous gérez le temps de l'équipe, de la machine, vous devez la gérer, la machine. Si la machine, vous la mettez en panne, et ça peut s'apprendre sur les terrains. Ça peut s'apprendre dans la confrontation. Mais ça suppose des conditions. Pour en terminer dans les champs de compétences, j'ai évoqué l'organisation. Vous savez, s'adapter, organiser. J'ai souvenir des élèves qui arrivent en section sportive et qui sont des élèves comme les autres, mais qui ont 2, 3 entraînements, 4 entraînements par semaine. Je vous assure qu'il faut qu'ils sachent gérer le temps, gérer leur organisation. Sans ça, ils ne restent pas en section sportive. Donc le monde du sport peut aussi être
peut permettre de promouvoir l'individu pour plus tard. Vous voulez dire quelque chose? Je vais. Alors, dans ces 4 compétences, bah oui, mais attends, il m'a dit de venir. Il m'a dit de venir. Alors, tu pourras mettre les soft skills, ça va leur faire peur. Donc, il me semble que, et je vais accélérer, soyez sûr. De manière à assurer le transfert de tout ça, je vais être un peu égoïste, hein, mais l'éducation familiale, l'environnement et les moyens, ça compte aussi. C'est pas tout, mais ça compte aussi, Monsieur le Président du jury. Parce que si ça n'est pas déterminant, ça veut dire que quelque part, on peut rencontrer des occasions tout à fait extraordinaires. On peut rencontrer des éducateurs, des bénévoles qui soient d'une telle qualité humaine, qui sauront développer ces compétences, qui sauront faire que le citoyen qu'on espère tous se présente à nous. Pour en terminer, je donnerai l'exemple de ce que pour ma part j'ai connu, non pas en tant que pratiquant, mais sur ce territoire, il y a eu une forme de transfert. On peut dire que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la fin des années 60, et il y a un témoin là, il y a eu ici, auprès des mines et des usines, des centres d'apprentissage qui préparaient, c'est vrai, des ouvriers, qui préparaient aussi de temps en temps des contremaîtres ou des porions, et qui, ceux-ci, avaient au moins 1 heure, 1 heure et demie d'activité physique et sportive par jour. Eux pratiquaient des activités sportives. Ce mouvement-là a permis d'installer sur un territoire comme celui-ci des équipes d'athlètes, des équipes de hand, de basket, à Erserange, à Longwy, qui jouaient en National 2, avec des dirigeants qui étaient capables de comprendre et de développer des pratiques qui étaient de véritables pratiques éducatives. Et, mis à part cet exemple, pour ne pas vous accommoder trop, je crois que un des éléments, et pour revenir au territoire, qui permettra éventuellement de faire qu'il y ait une transformation et que nous redevenions, que nous avons été un moment, un des phares de la pratique sportive. La Lorraine du Nord était un des phares de la pratique sportive, même sur les territoires français, ça je peux le dire. Il est temps que les bénévoles soient réconfortés, mais ça c'est à l'État de prendre ses responsabilités, que les collectivités territoriales et particulièrement les intercos prennent leurs responsabilités. Je crois que les communes peuvent gérer certaines activités, mais pas toutes, et que l'école ait enfin les moyens de développer les activités sportives. Et pour en terminer, parce que j'ai des auteurs, même si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Philippe Mérieux, parce que l'éducation physique à l'école n'est pas faite pour sélectionner les participants aux Jeux Olympiques, mais pour apprendre à proportionner ses efforts à son projet, à habiter chaque geste par une intention, à découvrir qu'un humain est son corps et qu'un corps humain n'est pas de la viande, et parce que c'est ainsi seulement que chacun pourra accéder à la saveur des savoirs. Merci de votre attention. Jean-François, tu m'excuseras, j'ai écourté. Bon, donc, merci beaucoup, hein, Jean-Paul. C'était très intéressant et je n'ai pas trouvé que tu étais forcément, comment dire, contre. Non, c'était bien, tu es resté positif, finalement. Oui. Voilà. Donc, c'est l'essentiel. Donc, on va passer la parole à la salle. Voilà. Si vous avez des questions pour, après l'intervention de Jean-Paul, Guilianelli.
Moi, je dis Jean-Paul. Voilà. Donc, ah ben tiens, il y a Michel qui a une question. Michel Le Cliou. Vice-président de Nancy Charlemagne, c'est là dans ce cadre-là que je vais intervenir. Oui. Je prends, il y a quelque chose qui m'a toujours attristé, c'est l'affaire Thierry Vigneron. Thierry Vigneron, qui était champion olympique à Los Angeles et qui a terminé comme vendeur de poulets sur un parking à Cannes ou Nice. Et il s'est suicidé. Voilà, c'est une personne qu'on n'a pas aidée, et pourtant il a représenté la France à Los Angeles. Mais tu poses la question de la reconnaissance de ce qu'on a donné aux autres. Mais les fédérations, si aujourd'hui les fédérations de temps en temps réussissent à inclure dans leur personnel des gens qui ont donné, il y a eu une époque où malheureusement il n'y avait pas d'inclusion sportive. Pourquoi? Parce que les métiers du sport, c'est relativement récent. La ministre Avis, Lucien peut le confirmer, la ministre Avis, c'est il y a 20 ans. On débarque, quand je dis nous ne sommes pas une nation sportive, je ne dis pas que les autres nations le sont, moi, il en est, mais on n'a pas su faire, parce qu'on avait d'autres priorités. Et aujourd'hui, on a encore d'autres priorités. C'est désolant, mais c'est comme ça. Thierry Vigneron est venu sauter ici sur le stade. Par contre, un autre perchiste, c'est Maurice Souvion, avec qui je m'entraînais d'ailleurs, qui lui a bien réussi, a bien réussi sa carrière. Oui. Maurice avait une qualification. Dans notre pays, je rappelle qu'il y a le bac, enfin bon, sans faire de détails sur les diplômes, hein, on y est. Moi, je veux juste pour dire aussi, effectivement, quand on fait du sport de niveau et des études, c'est compliqué aujourd'hui en France. On n'a pas vraiment le choix, il faut encore choisir. Alors évidemment, si on veut travailler dans le sport, c'est bien, mais si on veut faire de la médecine, il y a des pays où on peut faire un cursus en doublant les années. Pourquoi ce ne serait pas possible en France? Ça, je pense que je peux y répondre un peu aussi, si tu me permets, bien sûr. Mais je pense qu'on peut permettre effectivement d'avoir des cursus. D'ailleurs, vous avez, je ne sais pas si vous l'avez demandé, un cursus allégé comme sportif de haut niveau. C'est possible, et je sais qu'on a aussi un étudiant en médecine à Nancy, donc Yann, je ne sais plus comment il s'appelle. Yann quelque chose qui est donc athlète de très haut niveau. Donc c'est possible, peut-être que c'est difficile à mettre en place, peut-être que c'est méconnu, peut-être. Et là je te rejoins, donc peut-être que l'État a beaucoup à faire pour développer toutes ces informations, mais je sais que normalement on peut faire. Bon. La réponse tient en une phrase. L'université n'est pas sportive. L'université a accepté les staffs sciences et techniques des activités physiques et sportives forcées et contraintes. Il y a quand même eu, je veux dire, un petit peu en contradiction, Jean-Paul, il y a eu des progrès, même s'ils sont insatisfaisants. Aujourd'hui, je confirme ce que dit Arnaud, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire des aménagements d'études pour des sportifs de haut niveau. C'est une réalité. Alors, il n'y a peut-être pas toute l'information nécessaire pour informer ces sportifs de haut niveau, mais aujourd'hui, oui, clairement, on peut. Inscrivez-vous à l'unité de Longwy, venez aux sportifs de haut niveau et vous allez voir si on ne vous aménage pas les études. Voilà, la réalité, c'est d'abord ça. Non, il y a des progrès, mais effectivement, je vois bien le sens de la question, et notamment quand tu dis l'université n'a pas de pratique sportive, etc., ce qui est une réalité, de manière générale. Néanmoins, il y a des progrès. Pendant très longtemps, l'université n'était pas non plus le monde de l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, il faut revenir à ce qu'est l'université à l'origine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que
toutes les universités parlent d'entreprise, alors que pendant très longtemps c'était un gros mot. Et le sport, progressivement fait sa place aussi dans les universités. Alors peut-être trop lentement, ça je te rejoins, mais pour preuve, par exemple, à l'UT-Maury, c'est pas que je veux vendre l'UT-Maury, mais quand même c'est mon rôle en tant que directeur adjoint, donc je vais jouer mon petit côté commercial. On a Stéphane Dululier qui est enseignant EPS à l'UT-Maury pour mettre en place des pratiques sportives. Et ça, voilà, ça se développe insuffisamment, mais ça après c'est un problème de moyens, hein. Tu l'as dit, on ne peut pas faire développer ce tout sans des ressources supplémentaires. Il y a une ou deux autres questions pour Jean-Paul, sinon on passe au témoignage. Donc Jean-Paul, je te prie de t'installer par là avec nos... Voilà. Donc après, je te repasse la parole. Non, je continue. Donc je vais leur passer la parole. En commençant dans l'ordre, il me semble que c'était Steven Dacosta qui est arrivé en cours avec pour une raison, je tiens à vous le dire, très 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 justifiée, et merci beaucoup malgré cela d'avoir pu être là, Steven. Je pense qu'on peut encore les applaudir tous parce que voilà, donc en commençant par toi, on va te donner le micro. Ça y est, tu l'as, parfait. Donc, l'idée est que chacun présente son parcours et puis après, on prendra les questions. Je t'embête, tu as la parole, Steven. Merci encore. Bonsoir à tous. Ce sera pas aussi long que merci. Mais, excusez-moi pour le retard, j'avais des problèmes perso. Mais, en tout cas, moi je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Steven Dacosta, je suis en équipe de prof de karaté. Je suis champion olympique, plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe. Je ne savais pas que. Je savais pas que je devais faire un discours. Il vient de se marier en plus. Je me suis marié samedi. Et du coup, moi j'ai pas grand chose à dire. Je pense que le mieux c'est qu'on a un échange. Si vous avez des questions sur tout ce qui est je pense que ce sera plus simple et moins long. Franchement, si je veux bien rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Alors oui, certes, il y a eu une avancée sur le cursus scolaire avec les sportifs. Si on prend il y a 40 ans en arrière, mais aujourd'hui, je vous garantis que c'est trop peu. Moi, personnellement, j'ai arrêté l'école à 18 ans parce que c'est pas possible. Honnêtement, les seuls arrangements aujourd'hui qu'il y a, c'est si on SAPS. Et que tu as le droit de parler à l'école, donc autant dire que quand tu arrives au partiel, tu es à la rue. Donc aujourd'hui, les seuls arrangements en France en termes d'école, c'est ça, c'est le droit d'aller au concours. Sans avoir de licence, etc. Tu peux aller au concours direct, mais il faut être costaud. Hein. Donc en vrai, aujourd'hui, malheureusement, la France reste encore très 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 en retard sur 80% des pays. Et pour rebondir sur la personne qui a fait champion olympique, 80% des sportifs aujourd'hui, même étant athlètes encore, sont dans la précarité. Dieu merci, ce n'est pas mon cas aujourd'hui, mais 90% des sportifs aujourd'hui sont dans la précarité. Ce qu'il faut savoir par rapport au sport, c'est que c'est beau, mais moi, si je vous donne un conseil, travaillez à l'école, c'est mieux. J'ai eu des très belles aventures, et si vous avez l'occasion de faire du sport de haut niveau, peu importe le sport, faites-le. Mais si un jour vous devez faire un choix, choisissez bien parce que aujourd'hui, moi je reprends quelques formations parce que justement je suis champion olympique, donc j'ai quelques passes droits, entre guillemets, c'est les seuls avantages en France. Mais à part ça, sinon je sors avec un bac et avec rien, avec une année de stage, c'est fin d'histoire. Et les seuls arrangements aujourd'hui qu'il y a, ils ne sont pas très diversifiés, c'est soit tu es dans la police et tu travailles 50 jours par an pour pouvoir t'entraîner, soit tu es à la SNCF, soit tu es à l'EDF. Soit tu as un contrat d'image avec l'armée. Donc en soi, non, c'est pas. Ça s'est développé depuis 40 ans en arrière, oui, mais bon, moi quand j'étais sportif de haut niveau et que j'étais encore à l'école un peu comme lui, moi le seul truc que j'avais, c'est que j'avais pas EPS. Donc en soi, j'avais 2 heures en moins dans la semaine. C'était pas énorme, c'était pas vraiment arrangeant en soi.
Je me souviens, moi, l'année où j'ai passé le bac, j'étais au bac avec 3 mois d'absence. Donc autant vous dire que oui, on est excusé en soi, mais on n'est pas aidé. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Après, c'est sûr que c'est une très très belle aventure et je regrette rien aujourd'hui. Mais si on me demande ce que je ferai dans 3 ans, je ne sais pas. Après, maintenant, si vous avez des questions, peu importe, j'ai pas de questions à vous, on peut parler de tout, il n'y a pas de problème. Et tout le monde n'a pas l'avantage d'avoir été aidé par la communauté d'agglomération, par la mairie. Moi, j'ai eu la Tout le chance. monde ne l'a pas. J'ai eu la chance déjà de faire les Jeux, parce qu'en fait, c'est les Jeux, moi, qui m'ont énormément aidé. Mais si aujourd'hui, je n'avais pas fait les JO et que je n'avais pas fait champion olympique, je n'aurais pas été autant. L'agglomération, elle m'a énormément aidé. La ville de Mont-Saint-Martin m'a énormément aidé. Et grâce à ça, j'avais des sponsors aussi. Moi, je peux pas dire, j'ai gagné de l'argent, mais il n'y a pas de problème avec ça. Mais parce que j'ai fait champion olympique et parce que j'habite dans une petite ville, Dieu merci, parce que si j'habitais à Paris, j'aurais peut-être pas eu les mêmes aides. Et j'ai été bien aidé pour les Jeux. Mais à part ça, moi je peux prendre l'exemple d'un de mes 2 frères, il faut voir les deux. Hein. Ils ont été en équipe de France pendant 10 ans, et j'en ai encore qui sont actuels en équipe de France. Mon frère gagne 3 000 € par an avec le karaté. C'est beau et c'est pas rentable. On se reprend, il a déjà fait des médailles mondiales et européennes. Et c'est pas rentable. Aujourd'hui, si tu fais pas du foot, tu n'es pas ta vie avec le sport. Je suis d'accord. Si vous avez des questions, dites-moi. Oui, mais moi j'ai une petite question. Je suis tout à fait d'accord, si on ne fait pas du foot, tennis, pilote de F1, voilà, d'accord. Et quand on fait du karaté, effectivement, on vient de passer à lui. Est-ce que c'est propre qu'à la France? Peut-être pas qu'à la France, mais on fait partie des moins bien placés. Hein. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, moi je sais que sur des jeux d'Asie ou sur des pays comme ça, sur l'Iran, l'Égypte, ou même des jeux d'Afrique, c'est des mecs qui prennent des 400 000 € de prix chez nous. Chez nous, ça n'existe pas. Moi, si je fais champion du monde et que j'ai 10 000 € de prix, c'est magnifique, mais encore. Et c'est mais parce que dans ces pays, les sports de combat et les sports de lutte sont fortement développés. C'est ça, c'est des sports nationaux chez eux. Mais par exemple, en Europe. En Europe, si, parce que je prends la Turquie. En fait, c'est pas forcément financier, mais c'est des biens. Je fais champion d'Europe. On peut te donner un appartement ou un. Je vais circonscrire la zone géographique. Ouais, alors dis-moi 2-3 pays, la Belgique, le Luxembourg, j'aime bien aller en Turquie. Non, après, c'est sûr que si tu prends la Belgique, le Luxembourg, ou certains pays comme ça, c'est sûr que oui, c'est encore moins bien. Ils sont encore moins bien logiques pour ça, je peux pas dire. Mais on reste la France quand même. En termes de développement, on est quand même en avance sur plein de choses, mais pas sur le sport. En Turquie, il y a quand même le fait du prince. Donc, oui, après, des choses. Dans d'autres pays, hein, tu sais, si aujourd'hui tu habitant servi et tu fais champion olympique, t'es ministre là-haut. J'ai envie de te dire, c'est quand tu arrêtes ta carrière, tu vends pas des poulets. En France, oui. J'ai une question. Merci pour ta présence. Hein. C'est un honneur pour l'inviter, vu la carrière que tu as encore, hein, qui n'est pas finie. Moi, ma question, c'est on sait que la carrière d'un sportif de haut niveau comme toi est relativement courte. Alors, est-ce que tu réfléchis déjà justement à l'après l'après-carrière? Et qu'est-ce que tu envisages de faire? Tu n'es pas obligé de répondre à la question. Si, bien sûr. Alors moi, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai la chance, j'ai un contrat avec la SNCF où je travaille 50 jours dans l'année et je suis payé comme si je travaillais à plein temps. En soi, donc ça, c'est un avantage. Et le deuxième avantage, c'est que j'ai un CDI. Bien sûr, je ne veux pas te vexer, je ne critique pas du tout la France. Hein. Au contraire, aujourd'hui, je suis très heureux de mon parcours. Je parle de l'après parce que justement, j'ai connu beaucoup de gens dans la précarité. C'est sûr qu'après, si tu fais les choses correctement, bien sûr qu'il y a moyen de faire des belles choses. Hein. Je peux te citer des sportifs de haut niveau qui aujourd'hui sont avocats, etc. Mais le cursus est très très compliqué en termes d'aménagement. En fait, et ça dépend des sports. Moi, heureusement que ça va, mais il y a des sports, tu sais, où ils partent 6 mois au soleil, mais en fait, c'est quasiment impossible de suivre un cursus, même si maintenant tu as des alternatives à la distance, etc. Honnêtement, c'est compliqué. Donc sur ça, en France, malheureusement, on est en retard, mais après, c'est bien que ça continue à se développer. J'espère que peut-être dans 10-15 ans, on sera au-dessus de tout ça. Je regarde aujourd'hui, tu vois, aux États-Unis, c'est un exemple comme un autre, mais tu vois, aux États-Unis, des sportifs de haut niveau, des rois du monde, des boursiers, des tout ce que tu veux, nous, il n'y a pas ça réellement. Et donc moi, en fait, c'est ça. Après, là, si j'arrête ma carrière sportive, c'est juste que je passe à plein temps à la SNCF. Je ne sais pas aujourd'hui si je reste à la SNCF. Et mon projet d'après, honnêtement, bonne question, là, je suis en train de passer une formation de management avec HEC. Et voilà, par exemple,
exemple, j'ai accès à des choses comme ça parce que je suis sportif de niveau. Mais j'essaie de préparer l'avenir, mais en soi, sur ça, on doit se débrouiller un peu seul, malheureusement. C'est faut se rapprocher des fédérations qui nous trouvent des trucs qui sont en vidéo ou qui sont en e-learning, parce que t'as pas le choix, parce que moi, en présentiel, aujourd'hui, c'est impossible. Mais sinon, oui, dans tous les cas, si demain je me blesse ou demain j'arrête, j'ai quand même un CDI et j'ai quand même quelque chose en lien. Ouais, dis-moi. Pourquoi karaté? Alors, honnêtement, le karaté, c'est pas moi qui ai choisi. J'ai commencé à 4 ans, donc autant dire que j'ai pas vraiment choisi. Moi, j'ai juste suivi mon grand frère. Et après, ça a été un peu, tu vois, l'histoire de famille et que ça a commencé à marcher. Mais je fais plein de sports. J'ai fait du foot, du hand, de la natation, du karaté. Et après, c'était un peu le truc qui nous rapprochait, tu vois. Donc, quand on est plusieurs et tout, forcément. Donc, voilà pourquoi le karaté et voilà pourquoi encore le karaté actuellement. Ouais. Par rapport à votre carrière, je ne sais pas à quel moment vous êtes devenu professionnel, mais jusqu'à maintenant, comment vous avez géré votre carrière? Bah alors, on va dire professionnel, c'est un grand mot parce qu'on reste des sports amateurs, quoi qu'il arrive. Mais à partir du moment où j'ai commencé à vivre entre guillemets pleinement de ça, je devais être majeur, je devais avoir 18 ans, juste après le bac. Mais aujourd'hui, j'ai la SNCF qui me paye, heureusement. Je pense que je pourrais encore en vivre actuellement, sans rien, mais je dois être le seul Français aujourd'hui qui peut vivre du karaté. Aujourd'hui, je pense que je suis le seul Français qui peut vivre du karaté. Honnêtement, c'est compliqué. Mais ouais, à partir de 18 ans, plus ou moins. Mais après, c'est toi et ta chance en fait. Soit tu es vendeur, soit tu l'es pas. C'est soit tu as des sponsors qui te suivent, soit tu as ta ville, ta commune qui te suit, soit tu as plusieurs. En fait, c'est tous les à côté qui font que tu gagnes ta vie. Aujourd'hui, c'est pas en gagnant des compétitions que tu gagnes de l'argent. Aujourd'hui, nous, des grands simples, tu gagnes 1000 €, mais un grand simple, c'est tous les 3 mois ou 4 mois. Autant dire, tu vas travailler, tu gagnes de l'argent. Et il faut gagner aussi. Et en gagnant, bien sûr. Donc en soi, c'est pas très rentable, honnêtement. Mais heureusement, c'est les partenaires qui font que. Et moi, aujourd'hui, ça restera les jeux qui vont changer de place, entre guillemets. Parce que sinon, avant ça, c'est compliqué. Et avec les JO 2024, vous êtes présent ou... Ben non, ce qui est sur le karaté, justement, c'est ça que c'est compliqué parce que justement, je fais beaucoup de sponsors. Et oui, après, c'est sûr que si on avait été à Paris, j'aurais été très très bien, ça je peux pas dire. Mais parce que j'ai fait champion olympique. Et après, c'est ça, il faut gagner. Ça, si tu veux être un minimum bien dans un sport de haut niveau, malheureusement, il faut gagner, sinon tu galères. Et encore, pas tous les sports. Pas tous les sports. Hein, on privilégie en France le football. Tout le monde parle du football et pratiquement nos dirigeants, gouvernants et compagnie, c'est le football. Quand il y a des rencontres, voilà, on parle plus de ce qui se passe sur les terrains que ce qui se passe dans le monde. Voilà, donc, c'est quand même, il y a les sports automobiles, il y a le golf, il y a tous ces sports et on oublie tout le reste. Je suis entièrement d'accord avec toi, aujourd'hui c'est le foot calme. Le judo, que je connais bien, le karaté. Après, moi, je gagne rien. Je ne jetterai pas la pierre au foot. Non, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, le foot, il gagne des sommes. Bien sûr, on est orienté par ça, mais le foot gagne des sommes astronomiques. Et aujourd'hui, je te dis la vérité, un footballeur, il ne gagne pas la moitié de ce qu'il rapporte. Tu vois, c'est ça qui est affolant. Si tu regardes Messi qui a signé à Paris, le jour après, il était remboursé. Il ne gagne pas la moitié de ce qu'il rapporte, ces mecs-là, tu vois. Et rien qu'avec les droits télé, etc. Donc il gagne des millions, il rapporte des milliards. Honnêtement, moi je ne rachète pas la tête. On devrait orienter un peu plus donc les jeunes montrer vers les autres sports que cela. Malheureusement, ce qui est le plus vu, c'est le foot parce que c'est ce qui est le plus regardé. Et s'ils mettraient des sports autres, peut-être que ce ne serait pas autant regardé. Les gens, les télés veulent du rentable. Voilà, au lieu de nous mettre sur la 5, la 6 ou je ne sais quoi, ils nous mettraient sur la 1 ou la 2. Je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Mais ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour les sports amateurs comme nous, les JO, ça reste le Graal, parce que c'est là où tu es en pleine lumière, parce que justement, c'est TF1, c'est M6, etc. Je fais des BNP 2 fois, tu vois, c'est les grosses chaînes, et que parce que c'est les JO, malheureusement. Malheureusement. Merci beaucoup. C'est rarement qu'on a des conférences aussi animées, tant mieux, c'est très bien. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas trop être d'accord, je propose que les organisateurs, c'est-à-dire Pascal, que j'ai vu arriver, et Virginie, face à la fin, donc parce qu'ils ont cherché une subvention, donc ils vont donner
un résumé de ce travail-là et que cette conférence serve à ça. Donc on note que le public dit déjà qu'il n'y a pas assez de suivi malgré tout les sportifs de haut niveau. On va le dire à nos financeurs, ça sera un apport. Et puis donc il y aura des relevés de conclusion. Je vous permets que ça sera transmis. On va revenir vers Stéphane, hein, mais pour donner la parole à tout le monde. Donc, dans l'ordre, on va passer. J'avoue que je ne connais pas du tout l'ordre. C'est M. Chrétien? C'est lui-même. Oui, voilà. Donc, donc finalement, j'ai quand même un peu de mémoire qui reste. Donc, M. Chrétien, je vous laisse faire comme vous le sentez, soit faire comme Steven d'Acosta en passant directement aux questions. Hein. Ou alors, vous faites une petite présentation de votre parcours et puis après, on passera aux questions. Merci. Bonsoir, je suis Jean-Marie Chrétien. J'ai découvert le kickboxing vers les années 81. Je veux dire, c'est pas tout jeune. Voilà. Donc, j'ai toujours été attiré par les sports pieds-à-poing. Et quand j'étais plus jeune, malheureusement, on ne trouvait pas les clubs à tous les coins de rue. À part le judo, mais bon, c'était pas trop mon truc, j'avais plutôt les sports de femmes. Le football, c'était pas mon affaire. Et puis les sports de ballon, le volley, comme on trouvait dans la période scolaire, le sport de ballon, c'était pas mon truc, j'étais pas à l'aise dessus. Donc voilà. Et puis un beau jour, j'ai vu une publicité sur les sports de combat. J'ai commencé par la boxe française avec Valérie Hénin, que je pense que tout le monde doit connaître. Voilà. Et j'ai commencé avec elle donc, pendant quelques années. J'ai fait quelques petites compétitions, enfin, on va dire interclub, hein, il n'y a jamais eu de titre délivré. Puis jusqu'au jour où j'ai eu un petit incident, on va dire technique, et voilà, bon. Et j'ai dû m'arrêter là pour ne plus faire de compétition, en fait. Voilà. Les entraînements étaient autorisés, mais mon médecin m'avait interdit de faire la compétition. Donc, suite à ça, j'ai suivi une autre personne qui était un ancien champion du monde de kickboxing, une Beliafou, pour ne pas le nommer. Et puis, il me dit écoute, Jean-Marie, c'est simple, tu sais, c'est comme entreprise, le sport, on peut se reconvertir. Je ne voyais pas, moi, je me voyais simplement pratiquant, hein, karaté, judo, bref. Et donc, j'ai dit écoute, si tu veux ouvrir un club. Moi, je t'accompagne. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai commencé à ouvrir un job. J'ai passé donc les examens de moniteur et tout ce qu'il fallait pour ouvrir un job. Découvert aussi des fonctions administratives que je ne connaissais pas du tout. Mais à la base, je suis électricien, je travaille à la SNCF, bienvenue au club. Et voilà. Et donc, je ne connaissais il a fallu que je m'ouvre vraiment sur ce secteur-là. Et donc, tout en faisant les entraînements, c'est bien beau, mais les entraînements, après, quand on dirige un club, il faut aussi emmener les gens dans les compétitions. Pour connaître les compétitions, il faut connaître la réglementation. Ils ne connaissent pas grand-chose, en fait, hein, très peu. Donc, fort de ça, j'ai suivi des formations et le président de l'époque l'avait pressenti pour être arbitre. Donc, j'ai commencé sur l'arbitrage régional. Et ensuite, je suivi après l'évolution, quelques années après, sur le titre national et ensuite international. Chemin faisant, quelques années après, j'ai été cofondateur du comité départemental de kickboxing. Et là, je me suis dit, c'était une opportunité, parce qu'on n'était pas assez de clubs sur la Lorraine, déjà, pour parler de la Lorraine. Et puis, le sport québécois était considéré comme des sports de voyous. Que ce soit le Muay Thai ou que ce soit la kickboxing, c'était des sports de voyous, des sports de combat. Et ça ne m'a pas trop plu. Et je me suis inscrit dans un club de boxe anglaise et qui ont fait de jouer aussi le sport de la citoyenneté. Et moi, il y a 20 ans, c'est donc en 2003, donc il y a juste 20 ans, avec le comité départemental, j'ai profité de l'ouverture justement pour créer changer cette mentalité sur les sports pieds-points. Et la boxe pieds-points, du moins, qui n'était pas un sport de voyou. Donc là-dessus, j'ai été accompagné par les autorités carcérales qui étaient intéressées par mon projet. Il y a eu le directeur régional de jeunesse et sport, j'ai eu la préfecture, j'ai eu le sport, un professeur de sport, j'ai eu le staff aussi qui sont venus, je suis pas mal intervenant, et tout le monde a été satisfait. C'est vrai qu'après, le résultat, quelques années après, ça a apporté ses fruits. Voilà.
Voilà un peu en gros mon parcours, avant ensuite de passer après la main et remonter après, donc responsable de la Ligue Lorraine de l'époque, sport de contact, donc avec Buste, Jean-François Buste, voilà. Et donc je suis devenu vice-président avant, plus tard, il a plus tard reprendre sa place. Voilà. Et j'ai remis en place aussi, j'étais l'instigateur pour créer la Ligue Grand Est de kickboxing et Muay Thai, parce qu'on avait changé de fédération. Notre fédération fait aussi le Muay Thai en même temps que le kickboxing. Et donc j'ai mis en place la Ligue Grand Est. Voilà. J'ai continué jusqu'en 2019, accompagné mon successeur. C'est pas simple de gérer une association, c'est pas simple. Moi, j'étais bien trempé dedans, hein, j'ai été trompé pendant 26 ans. Donc je me dis, c'est le moment ou jamais de faire contribuer, enfin, faire participer mes connaissances pour quelqu'un qui démarre. Voilà. Et puis ensuite, voilà, j'ai arrêté en 2019, et j'ai repris les gants, puis moi je voulais arrêter. J'ai vu une petite fille qui voulait faire du kickboxing, je voulais apprendre ce que c'était que le boxe. Alors donc, je les ai accompagnés dans un club, et puis je me suis dit, plutôt que de regarder pendant 1 heure, 1h30, je remets les gants. Voilà. Donc j'ai remis les gants jusqu'au moment du Covid, là où tout a été un peu stoppé. Et à ce temps-ci, les petites filles elles ont fait leur chemin professionnel, donc voilà. Aujourd'hui, je suis resté en stand-by. Mais bon, c'est pas dit pour autant que je le fais, hein, mais voilà. Mais la boxe, cette année, j'ai accroché. Donc voilà, maintenant, je n'ai rien oublié sur mon parcours. Alors, si vous avez des questions, on applaudit aussi ce beau. Question? Vous avez une question? Oui. Allez-y. Pourquoi vous pensez qu'il y a une si grande différence de popularité entre la boxe et le kickboxing? La boxe, c'est la boxe anglaise, vous voulez dire? Ouais, parce que la boxe, quand on dit boxe, c'est souvent boxe anglaise. Et autrement, kickboxing dans la fédération WACO, dans laquelle j'ai arrêté, comprend le full contact, le kickboxing donc propre et le full contact. Parce que l'origine du kickboxing, c'est le full contact, hein, qui vient de Las Vegas, hein, des années 70. Pour savoir, on a apporté en Europe pas de Dominique Léa, ça a été apporté à Stuttgart, en Allemagne, et on va revenir en France. Voilà, un peu historique. Mais alors, la disparité, c'est que la boxe anglaise, si vous voulez dire, c'est lui qu'on école. Donc, pardon? Dominique Valera qui dit karaté. Merci de me le faire remarquer. C'est vrai, il a raison. Il a entièrement raison. C'est vrai. Voilà. Et puis, donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, voilà, donc après, c'était importé en France. Voilà. Je pense que j'espère que j'ai répondu à la question. Ah oui, non, par contre, ce que je voulais dire, c'est que la boxe anglaise, on frappe au-dessus de la ceinture. Voilà. Et le kickboxing, c'est dans les jambes, les balayages, au-dessus de la ceinture aussi également, et toute la partie de front et tête. Autre question? Et j'ai répondu à la question? Ah, ça va. D'accord. Tout à l'heure, vous avez noté que, à l'époque, on considérait les sports de combat comme étant les sports des voyous. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir contribué à changer cette mentalité-là? Est-ce que vous avez organisé au moins des journées pour conscientiser les gens, oui, les parents, pour oui, ce genre? Oui, parce que j'ai profité justement de mon ascension, on va dire, dans l'échelle hiérarchique du sport pied-point, en faisant des journées découvertes, d'une part. C'est des journées, il n'y a pas des demi-journées, et aussi il y avait un fascicule, donc suite à l'intervention que j'avais faite il y a 20 ans sur le sport et la citoyenneté, la fédération, la nouvelle fédération qui existe encore aujourd'hui, a sorti un fascicule sur le sport éducatif et qui concerne le parcours jeune. Et là, il y a différents niveaux en fonction des âges, hein, de 6, 8 ans, 8, 10 ans, et 10, 12 ans, 14 ans. Voilà. Et avec ce sport-là, j'ai invité les parents, tous les entraîneurs des clubs qui venaient participer à ces journées-là, pour faire le rôle de juge, justement, et de voir que le fait de juger, c'est pas toujours facile en tant qu'arbitre. Moi, j'ai fait le rôle d'arbitre, de juge et de supervision, donc je connais le truc par cœur, et c'est vrai, il y a beaucoup de remarques, des menaces, ça arrive aussi, hein. Et voilà, en faisant participer les gens voient le sport pied-point différemment.
Et le fait qu'on fasse du sport éducatif, ça change complètement la mentalité. Voilà. Et peu à peu, bon, autour de moi, j'entends plus de mal de sport québécois. Au contraire, alors est-ce que les gens ont peur de moi, ils m'en parlent en rigolant, je ne sais pas, mais enfin, toujours est-il que je trouve que c'est plus rentré dans les mœurs. Je pense que c'est surtout en montrant aux détracteurs qu'ils se trompent par les faits. Hein. Oui, voilà c'est ça. C'est surtout les faits. Parce que les paroles, on peut faire des paroles comme on veut. Voilà, on est des journalistes pour ça. Hein. C'est ça. Des chroniqueurs plus que des journalistes qui sont là justement pour casser un ou casser l'autre en fonction de l'avantage qu'ils ont pris. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, moi je voudrais déjà vous féliciter pour votre parcours. Je pense que vous êtes un exemple de réussite, d'insertion, de construction de projets de parcours professionnel par le sport. Mais c'est pour faire le lien avec l'exposé de Jean-Paul. Quelles sont les qualités que vous pensez avoir développées grâce au sport que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas pratiqué le sport? Pour moi-même? Oui, pour vous, oui. Pour moi-même, alors, je vais dire, ça sortait un peu d'une sorte de timidité, parce que je suis un peu plus timide que j'étais plus jeune, d'une part. Ça m'a donné beaucoup d'assurance et de confiance en moi, d'une part. Et aussi, malgré une petite timidité, j'ai quand même un caractère fort, suffisamment fort. Et donc, le fait de faire de l'arbitrage et de faire de l'encadrement, ça m'a permis de m'exprimer. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que la boxe québécoise, c'était un exutoire à la violence aussi. Comme j'ai passé aussi une période mauvaise de ma vie, comme pas mal de gens peuvent passer, et des moments on en veut à la terre entière. Et c'est pas la solution de faire, de s'en prendre aux gens qui sont pour rien, d'une part. Et le fait de pratiquer un sport québécois, c'est permis justement de se relâcher, de vider la coquette minute, je vais dire, voilà, de vider la coquette minute. Et c'est comme ça, donc, dans la pédagogie, j'en reviens toujours sur la pédagogie du sport, parce que ça, c'était mon point fort. C'est que quand on rentre dans le vestiaire pour se préparer pour pratiquer le sport, déjà, on laisse ses affaires dans le vestiaire. On laisse ses mauvaises idées dans le vestiaire. On rentre dans la salle, on fait le salut. Je vois aussi, quand on rentre dans un dojo, c'est faire aussi le salut au maître qui est affiché dans le dojo. Voilà. Et ensuite, on pratique le sport. On a parlé d'échauffement, on a attendu, et après, on fait un retour au calme. Et moi, les moniteurs que j'ai formés, je leur demandais toujours de prendre 10 minutes, un quart d'heure après l'entraînement pour faire le retour au calme. De telle façon, est-ce qu'ils retournent dans le vestiaire, ils reprennent leurs vêtements, leurs affaires, ils sont dans la rue, ils ne sont pas obligés de casser les voitures, ils ne sont pas obligés de récupérer la voiture, ils ne sont pas obligés d'agresser les gens. Voilà, c'est un peu ma façon de pédagogie, je veux dire, que je dis en application. Voilà. Voilà. Et moi, ça m'a apporté beaucoup d'apporter un savoir. Ce savoir m'a permis, parmi les autres combattants et non combattants, j'ai appris de nouvelles choses. En fait, ça ne s'arrête jamais. Il y a un moment, on ne dit pas ça, on n'arrête jamais, parce qu'il y a toujours des idées. Moi, je vois des jeunes, par exemple, pour les instituts de la citoyenneté en dehors du boxing, c'était aussi de passer le PSC1. Le PSC1, c'est le premier brevet de c'est le premier niveau de schoolisme, voilà, pour sauver les gens, pour éviter le pire lors d'un accident ou d'un malaise, qui peut arriver aussi dans la salle de dojo, dans la salle de sport, voilà. Et ça porte ses fruits. J'ai eu un partenaire qui était bien, c'est Michel Lucas, sans vouloir inventer son nom, qui m'a aidé aussi pour ce projet-là. J'ai eu beaucoup de partenaires pour mes projets, en fait. Hein, voilà. Et il y a aussi, moi, j'ai un jeune j'ai 2 ou 3 jeunes plutôt, qui ont été chez les JSP, c'est-à-dire les jeunes sapeurs-pompiers, n'est-ce pas? Et puis, je pense que ça portait ses fruits aussi, parce que j'ai un jeune qui est venu en stage à la Ligue-Lorraine, qui venait de visiter Lorraine, c'est ça? Ligue-Lorraine, et donc, lui, il a terminé à ce temps-ci, il a rejoint Maurice. Voilà, donc il a conclu ses leçons, tout ça, il était du journal. Oui, j'ai vu une trace, c'était content aussi, je ne sais pas, bref, ça je ne veux pas dire. Voilà, j'ai des gens qui ont quand même changé leur vie. Alors ça, c'est des points positifs, c'est pas le seul, hein, c'est des points positifs que j'ai pu remarquer. Alors je peux dire que, peut-être, oui, ma forme de pédagogie a dû participer. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas au jour d'aujourd'hui. Voilà. Il y a un jeune qui faisait le JSP, et puis il n'y a pas longtemps, j'étais chez mon voisin, et puis faire le diplôme, et puis
Il y a le copain de sa fille qui monte, et c'était justement un jeune qui était dans les JSP. Aujourd'hui, ben, c'était un cadre dans les ciments en Vita, actionnaire en Mademoiselle. Et voilà, c'est quelqu'un qui est cadre dans cette entreprise, ce que je veux dire. Je me dis quand même, j'ai quand même appuyé, j'ai quand même fait fort, voilà. Je veux dire, il y a des choses, je ne dis pas que tout le monde a bien tourné, hein, il y a des 100% de réussite, non, je ne dis pas, ça c'est non, il y a des gens qui ont sans doute mal tourné, mais c'est vrai que là, je me dis, ça compte ici. Ça fait plaisir. Jean-Paul, vous remercie. Merci. Vous venez de confirmer qu'il peut y avoir une transférabilité de certaines compétences dans le monde du sport vers le monde professionnel. Voilà, c'est ça. D'autres questions? Une dernière peut-être. Je voulais juste savoir, quand vous avez commencé le kickboxing, vous avez dit en 81. En fait, je me suis trompé, en fait, c'est plutôt 85, je me suis trompé. Excusez-moi. Ok, merci. L'idée, c'était par passion ou c'était pour se faire de l'argent? Et si c'était pour se faire de l'argent, actuellement, vous n'inquiétez pas de voir d'autres sportifs de haut niveau comme Cédric Doumbé dans le kickboxing qui gagne des millions. Pas moi. Cédric Doumbé, sincèrement, il ne gagne pas des millions, Cédric Doumbé. Non, ça c'est vrai. C'est un peu au même niveau que le karaté. Oui, un peu au même niveau que le karaté. On n'a rien de super élevé. Du tout. Non, alors moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'étais dans une période, et puis j'avais besoin de les fouler, j'étais co 4 minutes en fait, voilà, et donc j'avais besoin de les fouler, voilà. Et comme j'inspirais toujours les sports pieds-à-poing, parce que dans les années 70, il y avait une série télévisée qui s'appelait Kung Fu, avec David Carradine, je sais pas si vous en souvenez. Et moi, ça m'avait... Hein, Très bien. Et donc, j'avais trouvé le club Kung Fu, j'ai dit, j'aimerais bien essayer pour voir ce que c'est. Et donc, il y a beaucoup que j'ai découvert dans les Bénin qui venaient des cours de boxe française, c'est là que je suis allé. Donc l'esprit, quand j'ai vu les gommes, c'était pas du tout de gagner d'argent, c'était dans l'esprit de défouler. Et en fait, pour moi, c'était facile de taper sur les gens, c'était facile de donner du coup de pied, quoi. Sauf que, oui, c'est facile, non, c'est pas si facile de ça, parce qu'il y a une manière de frapper. C'est comme le karaté, hein, il y a aussi des façons de frapper, hein, sinon vous allez vous faire du mal. Et puis, il y a aussi le respect de son adversaire, aussi d'une part. Ça, c'est ce que je vais pas parler, mais ça, c'est aussi le respect de l'adversaire. Le respect de l'arbitre, parce que comme j'étais arbitre, je peux le dire également. Voilà, c'était juste quelque chose de défoulé. Et puis, peu à peu, je me suis mis au jeu, parce qu'il y a des massages de bras qui existent dans le judo, qui existent aussi comme dans le karaté. Et ça, c'est un peu la carotte, je dirais. Et là, c'est là qu'il est dans l'esprit qui fait son chemin. On demande à progresser, je remplacer ces niveaux, ces grades, en fait, ces différents niveaux. Mais je n'avais pas du tout la présence de gagner de l'argent. C'était pas ça du tout. Déjà, on commence la boxe, le kickboxing vers les 30 ans. Déjà, on est déjà un peu vieux, parce qu'en foot, 35 ans, c'est un peu vieux, déjà, je pense. Alors, voilà. Donc, je suis un vieux, mais quand même, je vais me donner, parce que j'ai quand même la force pour le faire. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Chrétien. Donc, merci pour ce beau témoignage. Donc, pour respecter le timing, on va passer au prochain intervenant. J'avais juste une petite question, peut-être parce que je n'ai pas bien compris. Donc, est-ce que vous êtes arrivé à la SNCF grâce au kickboxing ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Voilà, donc on peut ne pas être, on va dire, sportif de très haut niveau et quand même arriver à s'insérer d'une façon ou d'une autre, parce que, voilà, pour revenir au thème de la conférence, je pense que vous avez quand même, on va dire, développé certaines, voilà, vous avez fait arbitre, peut-être pas le sport, mais c'est lié au sport. Voilà, donc, voilà, je vous remercie donc, de ce témoignage et on va passer maintenant donc, à M. Lucien Castelfello. Je tiens à préciser qu'après donc, la séquence, on va dire, timée, c'est-à-dire un peu comptée pour tout le monde, au final, on va redonner la parole à l'amphi pour poser des questions à tous les intervenants, donc selon ceux pour lesquels vous n'avez pas pu poser votre question. Donc, Lucien, tu as la parole. Je te remercie. Merci. Donc, avant de me présenter, je voudrais vous parler d'une certaine anecdote. On a parlé du football, là, tout à l'heure. Donc, il y a Anna, l'épouse de Aldo, et la maman de Michel. Ça s'appelait Platini, je ne sais pas si vous voyez, Michel Platini.
il était au collège de l'Assomption Aurélie. Et sa maman trouvait qu'il ne faisait pas de gros efforts dans ce collège. Et donc, elle a pris un rendez-vous avec le professeur principal du collège de Veillé, qui est en charge, Michel. Et donc, ils ont des prendre rendez-vous pour que. Et ce prof principal a été directeur régional de la jeunesse et des sports en Lorraine. Hein, donc, je peux même le dénoncer, Raymond Aubry, pour les anciens. Et donc, Raymond Aubry, pour appuyer et pour aider Anna, a dit au petit Michel, Michel, il faudrait que tu travailles un peu mieux au collège, parce que c'est pas avec le football que tu vas gagner ta vie. Voilà. Et par contre, on a un ami commun avec Jean-Paul, Olivier Combolz, l'entraîneur du hand, et il est marié avec la fille de Georges Svinca. Alors, un footeux, lui, sait de qui je parle. Georges Svinca était professionnel au FC Metz à l'époque. Et vous devez savoir qu'à l'époque-là, un joueur professionnel de football ne pouvait pas toucher plus que 3 fois le SMIC. Donc voilà un peu, hein, il faut quand même se rappeler un peu les périodes d'où l'on vient. Alors moi, je viens de l'usine de Micheville, certificat d'études primaires à 14 ans. Je suis rentré à l'époque, ça se faisait au centre d'apprentissage, effectivement. On faisait de la natation, on faisait du handball, mais pas du handball d'aujourd'hui, du vrai, quoi. Du handball à 11, là, sur les terrains de foot, bien entendu. Et donc, je me suis retrouvé à faire électromécanicien au service agglomération minerais de l'usine de Micheville à Villeroy. Donc, feu continu, ça voulait dire 4 heures midi la première semaine, la deuxième semaine midi 20 heures, et la troisième semaine 20 heures, 4 heures, avec 7 jours de travail, 1 jour de repos, et au bout de 6 semaines, on avait quand même 2 jours de repos, le samedi et le dimanche. Donc une fois tous les 6 semaines, un week-end. Donc vous voyez un peu, que vous imaginiez comment était à l'époque le travail. Et donc, à l'ouverture de la piscine de Longwy en 1966, le directeur technique national de l'époque, Lucien Zins, qui était venu 3 fois pour travailler sur le sujet de la piscine de sa construction, a proposé à la ville de Longwy que l'entraîneur du club de Micheville et mon épouse, qui était nageuse à Micheville, pas une petite nageuse, puisqu'elle avait fait quand même les Jeux Olympiques de 1960, et moi-même, donc, qu'on soit embauché à la mairie de Longwy, donc ce qui a été fait le 1er avril 1967, et on est rentré donc dans la carrière de la fonction publique territoriale. J'allais dire, à l'époque, on gagnait moins qu'à l'usine, lorsqu'on était maître jeune, et donc la ville de Longwy avait donné de l'argent à l'Union sportive du bassin de Longwy, Omnisport, pour qu'il compense la perte d'argent qu'on avait entre le salaire de Micheville et le salaire là. Et effectivement, comment dirais-je, quand le DTN nous a proposé, on n'avait pas encore, mon épouse et moi, passé le maître nageur sauveteur. Donc, en sachant que le maître nageur sauveteur à l'époque était de la catégorie D de la fonction publique, catégorie D qui n'existe plus. Et la catégorie D, ça voulait dire manœuvre de force. Vous imaginez un peu. Donc aujourd'hui, cette catégorie D a disparu de la fonction publique, on est là à la catégorie C. Donc voilà, on s'est retrouvé là-dedans. Donc le directeur
natation malgré un arrêt d'une paire d'années. Et elle s'est retrouvée à nouveau championne de France. Elle a loupé la sélection pour les Jeux Olympiques de Mexico. Elle a réalisé la performance 15 jours trop tard. Et tout à l'heure, Jean-Paul a parlé du colonel Crespin. Le colonel Crespin a décidé de l'envoyer quand même à Mexico en accompagnant la jeunesse française qui présentait le mouvement olympique à l'époque. Donc voilà. Et moi, progressivement, donc, je suis rentré dès l'année 68, c'était le renouvellement des comités régionaux sportifs. Donc je suis rentré au comité de Lorraine de natation en 1968. Et en 1975, j'ai été élu président du comité de Lorraine de natation, et une fonction que j'ai gardée pendant 20 ans. Mon épouse a été la première représentante des athlètes de haut niveau dans les fédérations sportives. Donc, à un moment donné, en 68, en 76, le gouvernement avait décidé que dans les conseils d'administration des fédérations, il devait y avoir au minimum deux athlètes de haut niveau, un homme et une femme. Donc, mon épouse s'est retrouvée pendant 12 ans au comité de la Fédération française de natation en tant que représentante des athlètes de haut niveau. Et donc, dans ces conditions-là, je n'ai pas brigué, moi, de mandat, mon épouse y étant déjà, et quand elle a arrêté d'être représentante de 3 mandats, donc ensuite je me suis présenté et j'ai fait 3 mandats en tant que vice-président de la Fédération française de natation, un mandat avec Henri Sarando, qui a été le président du CNOSF, qui était président de la Fédération de natation, mais qui est devenu président du CNOSF, et 2 mandats avec Francis Luitz, qui était lui de Dunkerque, et qui était président permanent aussi. Donc voilà. Et le fait d'avoir des responsabilités là-dedans, le président du comité régional olympique et sportif de Lorraine, Robert Perrussel, m'a demandé de rentrer dans son comité, de devenir son vice-président, ce que j'ai accepté. Et au bout de 4 ans, il a arrêté ses fonctions, il m'a demandé de prendre sa place. Et pendant 16 ans, j'ai été président du comité régional olympique et sportif de Lorraine. J'ai siégé donc au Conseil national des comités régionaux et des comités départementaux olympiques au CNOSF, donc quelques années avec Henri Serrando et les années suivantes avec Denis Massiglia. Voilà. Et ici, sur le plan régional, vu qu'on est un territoire transfrontalier, j'ai participé à la mise en place d'un pôle européen du sport avec le Luxembourg, la Lorraine, la Sarre, la Rhénanie, le Palatinat, la partie wallonne de Belgique, la partie allemande de Belgique autour de Bruxelles également. Et donc, à partir de là, donc, on s'est organisé, on a été reconnu au niveau interrégional, transfrontalier, le mouvement sportif, et on faisait des opérations, et on avait mis notre siège, bien entendu, au Luxembourg, parce que c'était plus facile que les Luxembourgeois déposer les dossiers au Luxembourg, et il n'y avait pas de problème administratif comme on peut connaître en France lorsqu'on dépose un dossier pour avoir des aides européennes. Et voilà un peu donc mon parcours qui était là-dedans, et pendant que ma profession, j'ai été responsable pendant plus de 15 ans du syndicat des maîtres nageurs sur le sport français, et participé à la formation de moins de 200 maîtres nageurs. Et à l'époque, on les plaçait immédiatement. Je crois qu'aujourd'hui, si on les forme, on les replace aussi, puisque clairement,
manque toujours autant. Voilà. Donc je suis prêt à répondre à vos questions. Alors déjà, félicitations pour votre parcours. Mon parcours, et donc je voulais demander, moi à titre personnel je suis nageur, et donc je me demandais si vous aussi, vous aviez été nageur, parce que vous parlez beaucoup de la natation, mais est-ce que vous aviez nagé aussi à votre fin? Alors moi j'étais nageur, mais à l'époque le nageur n'était pas que nageur, le nageur était poloiste aussi. Hein. Donc effectivement, donc, j'étais en National 2, nous étions le Fesson Club de Micheline d'abord, hein, puisque j'étais licencié au Fesson Club de Micheline, et après quand on a créé l'Union sportive du bassin de Roussy, donc j'ai continué à être poloiste. J'ai arrêté ma carrière de poloiste quand je me suis aperçu que je râlais à faire l'arbitre. Voilà, donc j'ai dit non, c'est pas normal, on n'est pas là, on ne veut pas râler à un arbitre, c'est pas l'arbitre qui en faute, c'est moi qui ai plus la condition pour assurer mon rôle de joueur correctement. Donc ensuite, j'ai même été arbitre de National 1 au Tapolo. Dans ma carrière, effectivement, j'étais nageur. Voilà, donc je suis mon épouse donc a été nageur. Et ma petite fille a accompagné Steven, puisqu'elle a fait 2 Jeux Olympiques, elle était à Rio et à Tokyo. Hein, également. Et là, la natation est toujours discipline olympique, et elle prépare les Jeux de Paris. Donc, à un moment donné, elle a fait ses études aux États-Unis. Et donc, comme elle était aux États-Unis, elle n'a pas pu avoir les aides qu'avaient les nageurs français comme Céline Bonnet ou autres qui étaient dans la gendarmerie et qui avaient un statut qui leur permettait de subvenir à leurs besoins. Elle, c'est le club de Marseille qui l'a aidée et le fait qu'elle ait été acceptée dans le concours d'entrée à l'université au Texas. Voilà, elle est au Texas, elle n'est pas en France. Ça veut dire quelque chose. Elle était au Texas. Maintenant, elle est revenue là en France. Elle est toujours nageuse. Elle est toujours nageuse, toujours en France, mais là en France, au club de Étoile 92 en région parisienne. Donc, maintenant, c'est en France qu'elle se prépare, mais pas évident, hein, pas évident. Elle doit se loger en région parisienne. Imagine les coûts, donc, et elle n'a pas les aides encore bons. Elle a des sponsors par rapport à Siena, donc qui lui permettent de s'en sortir un peu, mais sans ça, effectivement, très difficile pour une nageuse de haut niveau aujourd'hui de subvenir à ses besoins. Merci Lucien pour là aussi tout ce que tu as fait sur le territoire au niveau sportif, voilà, en tant que sportif et surtout dirigeant de toutes ces structures. Je pense que là, le sport sur le territoire, et on doit te remercier pour tout ce que tu as fait. Moi, j'ai un sentiment, mais je me trompe sûrement, j'ai le sentiment que les nageurs de haut niveau, et la France, là, depuis pas mal d'années, a régulièrement des sportifs de haut niveau qui excellent, hein, les Manodou, les Aniel, etc. Il me semble que la problématique de reconversion elle est moins prégnante, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'ils arrivent assez aisément à se reconvertir professionnellement à l'issue de leur carrière de haut niveau. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est sûr que il y a quand même pas mal de sponsors fédéraux, hein, qui aident la natation et les nageurs. C'est sûr que là, on en retrouve, mais c'est sûr aussi qu'ils font, pendant leur carrière, à des moments donnés, une
formation complémentaire qui leur permet de briller, quoi. À l'époque, je prends l'exemple Alex Jani, Jean Boiteux, le premier médaillé d'or, la Fédé les avait nommés conseillers techniques régionaux. Sans diplôme, nous, à Longwy, à la boxe, il y avait Marcel Mierteza, par exemple, qui était un boxeur professionnel de Marseille. Et quand la piscine a ouvert, la ville de Longwy disant il faut qu'on reclasse Marcel, qu'on lui trouve un boulot. Et ils ont proposé à Marcel Mierteza de préparer le nageur sauveteur. Marcel, il n'avait rien d'un nageur, quoi. Donc moi, je lui ai dit, Marcel, prépare plutôt un diplôme fédéral dans la boxe. Ce qu'il a fait, et tout de suite, il a été nommé CTR en Ile-de-France, et il est devenu entraîneur du bataillon de Joinville. Marcel Mierteza, boxeur à Longwy. Alors effectivement, par contre, à la même période, en même temps, il y avait un autre boxeur. On connaît beaucoup plus son frère ici, Christian Ariès, c'était Michel Ariès, qui était un boxeur, et qui, lui, par contre, a passé le maître nageur et l'a réussi, et quelques années après, il était directeur de la piscine de Saint-Dié, par exemple. Voilà. Donc, grâce aux formations, on a placé pas mal de monde aussi dans les cadres techniques. Bon, si on regarde bien dans les cadres techniques de la fédération, on retrouve pas mal de sélectionnés olympiques de cette époque-là. Donc, on est aide indirecte. Voilà, merci. Petite question anecdotique, mais historique. La piscine de Longwy ne faisait-elle pas les 50 mètres nécessaires pour être piscine olympique? Non, c'était une histoire qu'on a rencontrée l'autre jour. Non, effectivement, Lucien Zins, quand il est venu à Longwy, le premier plan qu'on lui a montré, c'était un bassin de 25 mètres. Le deuxième plan qu'on lui a montré, c'était le même bassin qu'à la piscine de Micheville, en bassin. Micheville, on était en extérieur, là c'était couvert. 33 mètres 33 à l'époque, 33 mètres 33, faisait 3 longueurs, et on considérait que c'était 100 mètres à l'époque. Et la troisième fois, il fait un bassin de 50 mètres fois 20. À l'époque, c'était la dimension d'un bassin olympique. Et Léon Basson-Pierre qui part en cure thermale, dans sa voiture, il entend que, alors, les travaux ont démarré en 66, là, qu'en 68, aux Jeux Olympiques de Mexico, le bassin fera 21 mètres. Et donc, il s'arrête à la première cabine téléphonique, il appelle André Filiatre, l'architecte, et qui demande à l'entreprise Mercury de Longwy, qui avait déjà coffré le bassin, bien entendu, de décoffrer d'un côté et de remettre 1 mètre de plus, 21 mètres. Et ce qui fait, pour ceux qui connaissent l'ancienne piscine de Longwy-Bas, que côté Gralin, vous avez une plage ridicule, parce qu'effectivement, elle a été amputée d'1 mètre pour avoir les dimensions olympiques, c'est-à-dire que chaque nageur nage entre 2 lignes d'eau. Aujourd'hui, les nouvelles dimensions olympiques, les lignes 1 et 8 ne nagent plus entre 2 lignes d'eau, puisqu'on est passé de 21 mètres à 25 mètres, c'est-à-dire 10 couloirs. Donc pour les séries, on les fait nager à 10, mais quand c'est la finale, on les fait nager qu'à 8. Voilà, donc aujourd'hui, les dimensions, mais Jean-Marc Fournel a dit que c'était le premier bassin en France aux nouvelles normes olympiques. Moi, je dirais que le bassin de Longwy était le premier bassin au monde, avant Mexico, à avoir les dimensions olympiques de 21 mètres. Voilà, merci beaucoup, merci Lucien. Donc, je retiens en fait, c'est une conclusion personnelle, mais voilà, que finalement, même si le sport, peut-être en France, ne permet pas de vraiment mettre en place, d'avoir une vraie insertion, il peut permettre de créer un réseau, des relations qui après peuvent permettre effectivement donc,
d'ouvrir des opportunités. Donc, on va finir avec notre étudiant, donc le témoignage de notre étudiant, M. Mandiougou Mizebi. Donc, vous avez la parole. Merci. Je peux être trop long. Moi, je suis originaire de Montrouge, donc je suis étudiant à l'université de Montrouge en FT2, troisième année de bachelor. Tout d'abord, j'ai démarré le judo à Saint-Charles, ici, pas loin. Ensuite, j'ai intégré le pôle sport de Metz en sport-études à l'âge de 13 ans. Donc, je suis parti de la maison, je suis rentré en internat. Ensuite, j'ai intégré le pôle France de Strasbourg, au club de Strasbourg. Ensuite, j'ai obtenu mon baccalauréat là-bas. Puis, j'ai intégré le collectif national de Paris. Il faut savoir qu'après mon cursus du pôle France de Strasbourg, j'ai arrêté l'école pendant 1 an. Parce que je considérais que je pouvais vivre de mon sport à mon échelle. Et le voyage sur Paris m'a fait comprendre que fallait reprendre l'école. Et c'est pour ça que je suis de retour à l'université de Montrouge pour obtenir au moins un diplôme et après repartir à ma conquête. J'ai pu obtenir plusieurs médailles nationales en France, en Belgique et au Luxembourg. J'ai également eu une médaille européenne et j'ai été 2 fois en équipe de France jeune. Voilà. Ça, c'est mon parcours de sportif. Je voulais juste rebondir sur un sujet, c'était sur ce qui a été mis en place par l'État pour les sportifs. C'est que moi, depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours été sous structure sportive. Donc on était pris en charge. On avait des horaires exprès aménagés pour pouvoir s'entraîner le matin, l'après-midi et le soir. Donc je ne sais pas de quelle base sont venues ces informations, mais la France a fait énormément d'efforts. Moi je parle de ça, c'était en 2015 jusqu'à maintenant, pour mettre les sportifs de niveau dans de bonnes conditions. Le jeu en force. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors moi j'ai une question un peu, je vais dire, pragmatique. Bon, tu es étudiant, donc tu es en 3e année, toute 3e année, T2E, tu l'as dit. Est-ce que tu continues l'entraînement régulièrement? Comment tu t'organises pour continuer ton activité de judo? Comme l'a dit le maître de conférence, la gestion du temps, c'est un point qui est vraiment important. Depuis que j'ai quitté le CREPS et le collectif national de l'INSEP, j'ai dû m'adapter. Donc je ne peux plus m'entraîner sur place. C'est-à-dire que le matin, par exemple, dans mon cas personnel, le matin à 6h du matin, 6h15, j'ai entraînement à Metz. Donc je pars à Metz, je reviens ici pour les cours, soit à 8h, soit à 9h. Parfois je suis en retard, si jamais un métro, je suis désolé. Et une fois il y a des bouchons. Et le soir, j'ai de nouveaux entraînements. Donc j'ai réduit, j'avais avant 3 entraînements, maintenant 2. Et voilà, je me débrouille comme ça, comme je peux. C'est pas facile, mais je me débrouille comme je peux. Et il y a des clubs qui me supportent. Et il y a des clubs qui me supportent. Il y a le président de Longwy, juste ici, que j'ai rencontré quand j'avais 5-6 ans, lors d'un gala. J'étais assez turbulent à ce moment-là, et j'ai un peu fait le malin avec lui. Il m'a engueulé, il m'a calmé. Derrière, j'ai gagné la compétition sous 2 catégories d'âge différentes. Et après, je suis allé m'excuser. Et pour me récompenser, il m'a donné une médaille, comme les athlètes olympiques, dans un boîtier. Et depuis là, il m'a fait rêver. Moi, ici, on se connaît depuis bientôt 2 ans. Pour
boxe tous les jours et le travail que tu fournis, c'est une chose que je remarque tous les jours. C'est pas tous les étudiants qui ont ça et honnêtement, c'est agréable de travailler avec quelqu'un comme toi. Donc, je voulais déjà te le faire savoir, même si je pense que tu le sais, on en parle souvent. Merci. Deuxième chose, tu dis que le matin et le soir, tu pars pour t'entraîner. Pourquoi on en a déjà aussi souvent parlé, mais pourquoi tu n'utilises pas le statut de niveau universitaire pour aménager ton emploi du temps? Et deuxième petite question, qui découle de la première, pourquoi est-ce que tu penses que le fait de réduire ta pratique, donc 2 fois au lieu de 3, te permettra quand même de concourir pour les Jeux 2024 qui sont l'objectif, ou pour les prochaines échéances à venir? Donc, déjà pour la première question, c'est compliqué donc, pour moi de pouvoir m'expliquer. De pouvoir allier, je dirais, sport et école de base. Moi, j'ai toujours été habitué donc, à fonctionner donc, sans aménagement particulier, à part quand j'étais en sport-études. C'était pour nous, c'était devenu pour nous une habitude. On n'avait pas l'impression d'avoir des aménagements. Et avec l'expérience que j'ai, je sais que en aménageant donc, mon cursus scolaire ici, ça risque d'empiéter sur ma carrière sportive. Et en faisant l'effort, en faisant un sacrifice à la base c'était 2 ans, comme c'était un DUT, je m'étais dit, un petit sacrifice de 2 ans, c'est passé à 3 ans. Ouais, parce que je me suis dit 2 ans, ça va, je termine en 2023, après j'ai 1 an pour les Jeux de Paris. Bon, malheureusement, on continue avec ça. Je savais qu'en prenant ce risque-là, ben, ça allait empiéter sur ma carrière et que je n'arriverais pas à aller au bout de mes objectifs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre le risque de faire sans les aménagements. Juste quand je pars en stage, ben, je suis excusé, il n'y a pas de problème avec ça. Quand je suis en retard, ça ne me dérange pas trop. Donc j'ai une certaine liberté sur ça et ça me suffit amplement. Après, ça m'a de faire l'effort le soir, dormir que 5 heures, en sachant que la clé de la performance, c'est le sommeil. Et depuis que je suis revenu à l'ONU, ben, je ne pense pas qu'il y ait au moins une fois où j'ai dormi en 8 heures. Mais bon, c'est un choix de vie, c'est un mode de vie. Et la deuxième question, c'était, j'ai oublié la deuxième question. C'était, est-ce que tu penses que ça va t'handicaper pour les prochaines échéances? Bah, c'est normal. Là, par rapport à un athlète qui s'entraîne à un adversaire, on va dire un futur adversaire qui s'entraîne 3 fois par jour, il y aura une étude. Et bon, si on regarde sur une semaine, ça fait une grosse différence. Ça fait 7 à 6 entraînements de différence en une semaine. Mais j'essaie de combler moi-même par l'expérience que j'ai pu avoir en sport-études, à rajouter moi-même des entraînements perso pour essayer de combler. Et après, c'est le mental qui fait la différence le jour J. Si mentalement je suis prêt le jour J, je suis aussi, j'ai un psychologue qui me permet de pouvoir être stable psychologiquement. Et si le jour J je suis prêt, comme on dit, c'est un sport japonais, banzai. Moi, j'avais une question qui va impliquer, je pense, l'université, l'école et toi-même aussi. Puisqu'il y a les JO qui approchent à grands pas, quel est l'apport de l'université pour te soutenir par rapport au JO? Ça reste le même jusqu'à présent. Moi, je suis assez discret. Je me fous un peu dans la masse. Donc, il y a plein d'étudiants ici. J'ai déjà vu toutes les têtes. Hein. Peut-être qu'ils ne m'ont jamais vu. Moi, je me fonds dans la masse. Je pars aux entraînements, je me cache. Je n'ai pas besoin d'aménagement particulier. Je sais que je suis capable de le faire tout seul. C'est un sport individuel. Il y a beaucoup de choses que je garde pour moi-même. Non, le seul apport que je peux avoir à l'université, c'est de continuer à laisser certaines libertés que je peux avoir jusqu'à maintenant.
Je me permets de dire, de rejoindre en fait Stéphane. Voilà, il y a un Stéphane et un Stéphane aujourd'hui. Je pense que vous auriez quand même dû demander un aménagement qui vous aurait été accordé sans souci. J'encourage les étudiants qui pourraient être dans une situation similaire à la vôtre de le faire, parce que c'est un droit. C'est un droit où vous aurez pu passer le diplôme en 2 ans, la dernière année, surtout puisque c'est une année pré-olympique, en fait, on aurait pu vous la faire passer en 2 ans. C'est bien la discrétion, mais jusqu'à un certain point, parce que j'avoue que, bon, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de vos discussions avec Stéphane, mais pour moi, vous auriez dû faire cette demande, surtout en cette année où vous avez. Parce que c'est bien, vous êtes, oui, vous travaillez sur vous-même, mais c'est toujours mieux de bien dormir, par exemple. De 5 heures, voilà, je trouve que c'est peu, même si je dis, voilà, mais bravo. C'est pas trop tard, monsieur le directeur, non, il peut... nous, on peut faire la demande, oui, mais s'il est d'accord, parce qu'on ne peut pas lui imposer. Disons qu'il y a d'autres facteurs extérieurs qui m'imposent cela. Il y a d'autres questions? Non, on attend la prochaine médaille. Je tenais à rajouter aussi, il y a mon partenaire, depuis que je suis revenu sur le secteur de Longwy, j'ai un partenaire particulier qui m'aide à m'entraîner parfois quand je ne peux pas trop me déplacer ou quand je dois rajouter un entraînement en plus. Il est venu me voir exprès, il n'est pas de l'université, c'est Bachir Larbu, au fond, avec un t-shirt orange. Et c'est lui qui me soutient dans ce projet. Bravo. Donc, merci beaucoup. Donc, je trouve que ça a été très intéressant. Et donc, on va passer à la dernière séance de questions-réponses rapides. Donc, comme promis, en fait, par rapport à questions que vous avez et que vous n'avez pas pu poser aux intervenants. Donc, on vous redonne la parole à la... Il y a une question. Question? Oui, allez-y. Moi, je vais vous poser une question sur l'insertion professionnelle dans le sport. Je voudrais savoir quelles sont les compétences que vous avez pu développer en faisant du sport par rapport au monde professionnel. Pour le monde professionnel, moi, c'est surtout la persévérance. La persévérance, le fait de pouvoir se relever après chaque échec. Moi, dans mon cas, c'est après les défaites. Parce qu'il y a des victoires, mais avant ces victoires, il y a beaucoup de défaites, soit des défaites à l'entraînement, en compétition. Et le fait de se relever à chaque fois, chercher à trouver des solutions et mettre les moyens en place pour surpasser ces obstacles, ça peut vraiment m'aider pour mon insertion professionnelle. Et ça m'appartient, mais mon statut sportif m'a souvent aidé à trouver tout ce qui était job étudiant et stage. Ça avait une forte influence sur le choix des employeurs. D'autres questions? Pas de questions? Moi, j'ai une question à la salle, monsieur le directeur général. J'ai donné des chiffres d'entrée de jeu. Qui a été surpris par les chiffres que j'ai donnés? Le nombre de licenciés. Vous parliez de 15 millions, c'est ça? Sur 68 millions. Qui a été surpris? Donc vous le saviez tous. Non, pas forcément. On va les applaudir. Est-ce que l'initiative personnelle
Michel, est-ce que nos champions sont d'accord pour qu'on prenne des photos souvenirs avec eux? Donc ceux qui veulent prendre des photos.